Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais mettre entre vos mains une leçon importante que je considérerai comme une référence pour comprendre la chimie et à travers lesquelles vous pourrez répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, mes sens illimités, c'est quoi le mouvement exact de l'électron autour de l'atome? Sachant, sachant que le modèle actuel qui décrit un mouvement circulaire de l'électron n'est pas valide. Et deuxièmement, c'est quoi l'orbital atomique? Et comment peut-on tracer le tableau périodique dans sa forme actuelle et quelle est sa relation entre le tableau périodique et la solution de l'équation de Schrödinger? Alors tout ça, on va le simplifier d'une façon plus détaillée que tout le monde puisse comprendre. Alors, commençons. Le monde qui nous entoure est constitué de matière. Cette matière se trouve sous trois différents états. État solide, état liquide, état gaz. Chaque composé est caractérisé par ses propriétés physico-chimiques et l'interprétation de ces propriétés exige la connaissance de sa structure de ces composés à l'échelle microscopique. Alors, il y a la molécule, par définition. La molécule, c'est la plus petite quantité de corps pur possédant les propriétés de ce corps. Ça veut dire c'est la plus petite quantité du corps possédant les mêmes propriétés de ce corps. C'est ça la définition de la molécule. Et il est formé d'un assemblage d'atomes. La molécule est formée d'un assemblage d'atomes. Et il y a l'atome, comme a priori l'atome peut être défini comme la plus petite particule indivisible de la matière. C'est la plus petite particule indivisible de la matière. Alors, dans la nature, les molécules se trouvent sous différentes formes. Les formes des molécules dans la nature. Alors, il y a les molécules monoatomiques. Monoatomique, ça veut dire qu'il contient un seul atome. Monoatomique, qu'il contient un seul atome. Par exemple, l'hélium, néon, krypton, xénon, et ainsi de suite. Ce sont des gaz rares qui se trouvent dans la colonne droite du tableau périodique. Ça, les molécules monoatomiques. Et il y a les molécules diatomiques. Ça veut dire qu'il contient deux atomes. Diatomique, il y a
des atomiques homonucléaires. Ça veut dire qu'il contient deux atomes identiques, par exemple dihydrogène, dioxygène, chlore et ainsi de suite. Et il y a les molécules diatomiques hétéronucléaires. Ça veut dire qu'il contient deux atomes qui sont différents. Par exemple, oxyde de carbone, deux atomes qui sont différents. Monoxyde de carbone et monoxyde d'azote. Et des HCl, c'est chlorure d'hydrogène. Et il y a les monoatomiques, les diatomiques, il y a le polyatomique. Ça veut dire qu'il contient plusieurs atomes polyatomiques. Contient plusieurs atomes. Il y a une infinité de molécules polyatomiques. Par exemple, H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Et NaOH, c'est l'hydroxyde de sodium, et ainsi de suite. Alors, c'est ça les formes des molécules dans la nature. Alors maintenant, on verra les constituants fondamentaux de l'atome. Les constituants fondamentaux de l'atome. Alors l'atome est formé de plusieurs particules subatomiques. On dit qu'il est formé des particules qui sont subatomiques, ça veut dire des électrons, des protons et des neutrons. Ces derniers ont été mis en évidence expérimentalement. Les électrons ont été découverts en 1899 par le physicien britannique Joseph John Thomson, basé sur les expériences du type cathodique. Les expériences du type cathodique, ce sont des tubes à décharge électrique. Et l'expérience qui montre les constituants du noyau, c'est l'expérience de Rutherford en 1909. C'est l'expérience de Rutherford qui consiste à bombarder une mince feuille d'or par des particules d'hélium, ce sont des particules alpha, et il constate que 99,9% du faisceau est transmis sans déviation, ce qui montre que la matière est constituée essentiellement du vide. Alors, nous n'entrons pas dans les détails, mais si vous voulez, je vous laisserai une vidéo concernant les expériences de découverte des électrons et des protons et des neutrons plus détaillée et contient plus d'informations. Mais pour l'instant, on admet que l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, qui est chargé positivement et dans lequel concentrer toute la masse. Le noyau contient A comme un nombre de masse. Le noyau contient A comme un nombre de masse. Le noyau est chargé positivement et dans lequel est concentrée toute la masse, et d'électrons chargés négativement et de masse très faible. Des électrons tournés autour du noyau de masse très faible et de charge négative. Alors l'atome est neutre, c'est-à-dire la charge du noyau est égale à l'opposé de celle des électrons. Alors on écrit comme écriture de l'atome, X c'est le symbole de l'atome, A et Z. A c'est le nombre de masse, est égal au nombre de protons, P, plus le nombre de neutrons, N. Les protons et neutrons sont situés dans le noyau. Alors Z c'est le nombre de protons. Nombre de protons. Alors, comme l'atome
est neutre, alors le nombre des protons qui sont chargés positivement est égal au nombre des électrons qui sont chargés négativement. Alors ZEC, on dit que le nombre des électrons. Alors la charge des noyaux, Q, la charge des noyaux, est égale, on dit QQ, grande Q, est égale à la charge des noyaux. La charge des noyaux, ça veut dire P, le nombre de protons fois E, plus la charge des électrons. La charge des électrons, c'est Z fois moins E. Alors Z, c'est le nombre de protons, plus le nombre de protons, Z plus P, si ce sont égales, alors est égal à 0. Alors l'atome est neutre. Alors les neutrons sont neutres. Les neutrons, ce sont neutres. Et les électrons ont une masse négligeable. Alors la masse des protons, on dit qu'est égale à peu près la masse des neutrons est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Et la masse d'électrons est égale à peu près 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Ça veut dire que la masse des protons est égale à 1800 la masse d'électrons. Alors souvent on néglige la masse de l'électron par rapport à la masse des protons. C'est pour ça qu'on dit que l'atome, le noyau, et la masse est concentrée dans le noyau. C'est quand on néglige la masse des électrons, alors toute la masse est concentrée dans le noyau. Alors A, on dit A, c'est le nombre de masses. Si chaque atome contient A, c'est le nombre de masses. Ça veut dire c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc la masse n'est pas négligeable. Alors maintenant, on introduit une notion qui s'appelle unité de masse atomique. On a la masse du proton est égale à peu près la masse de l'électron qui est égale à l'unité de masse atomique. Alors, quand on prend un atome de nombre de masse A et de Z protons, la masse de cet atome X est égale à Z fois la masse des protons. Il contient Z protons plus N neutrons, N fois la masse des neutrons plus des électrons, Z fois la masse des électrons. Alors souvent on néglige la masse des électrons, alors la masse de l'atome est égale à, et on a que la masse des neutrons est à peu près égale à la masse des protons, alors est égale à Z plus N fois la masse des protons qui est égale à la masse des neutrons, qui est égale à l'unité de masse atomique. Unité de masse atomique. Alors la masse d'un atome est égale à A, c'est le nombre de masse, fois UMA, c'est l'unité de masse atomique. Alors le nombre d'Avogadro est égal à NA est égal à 6,022 fois 10 à la puissance 23. C'est un nombre. Alors, quand on multiplie le nombre d'Avogadro fois l'unité de masse atomique, l'unité de masse atomique c'est égal à la masse des protons, quand on a déjà vu, la masse des protons est égale à la masse des neutrons est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 27 kg. C'est ça l'unité de masse atomique. Alors, qu'on multiplie le nombre de masse atomique, l'unité de masse atomique fois le nombre d'Avogadro, ça nous donne 1 gramme. Alors, quand on prend un Avogadro d'atome fois la masse de l'atome X, un Avogadro fois la masse de l'atome X, qu'est-ce qu'on trouve? Un Avogadro fois la masse de l'atome X qu'on a déjà vu,
A fois ma, A fois l'unité de masse atomique. Unité de masse atomique fois une Avogadro, il donne 1 gramme. Alors, ce qui implique A en gramme. Alors, c'est ça devient la notion de la mole. On dit qu'un mole, un mole, un mole de molécule, c'est égal à N Avogadro de molécules. C'est-à-dire, quand on prend un mole d'un atome X, qui est la masse d'un mole de l'atome X, c'est A en grammes. Par exemple, quand on a le carbone 12, un mole de carbone 12 est égal à 12 nombre de masse grammes. Un mole d'oxygène O16 est égal à 16 grammes. D'où vient la notion de la masse molaire. On dit que la masse molaire d'oxygène, ça veut dire la masse de 1 mole. C'est 16 grammes par mole. Et la masse du carbone, c'est la masse d'un mole, ça veut dire c'est 12 grammes par mole. Alors maintenant, on va passer pour décrire le mouvement des électrons autour de l'atome. En fait, il y a deux modèles. L'ancien modèle, c'est le modèle classique ou atome de Bohr. C'est un modèle qui explique parfaitement l'atome d'hydrogène et donne satisfaction dans le cas de l'hydrogène 8. Mais il reste insuffisant dans le cas des atomes pluriélectroniques. Et il y a le modèle actuel, c'est le modèle quantique, qui est basé sur la théorie quantique. Et d'ailleurs, je vous donnerai un cours détaillé sur la mécanique quantique. Alors, commençons maintenant par le modèle de Bohr. Modèle de Bohr en modèle classique. Alors, dans le modèle de Bohr, il y a premièrement le modèle planétaire de Rutherford. Il y a le modèle planétaire de Rutherford. Alors, le modèle planétaire, comme son nom indique, vient du fait que le mouvement d'électrons autour du noyau est assimilé à l'image du mouvement de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire, le mouvement d'électrons, on a un noyau qui est chargé positivement, plus E, il y a un électron. Le mouvement d'électrons est assimilé au mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça veut dire un mouvement qui est circulaire, autour du noyau. Alors, il y a un noyau chargé positivement autour duquel gravite un électron chargé négativement. Ici, je mets l'accent en signalant que le modèle classique nous limitons seulement à étudier l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène qui contient un nombre de masse et un proton, ça veut dire 0 neutron. Alors, on cherche les forces qui s'appliquent à l'électron dans son mouvement autour du noyau. Alors, première force, c'est la force d'attraction électrostatique. F2, c'est la force d'attraction électrostatique. C'est d'après la loi de Coulomb, qui est un physicien français qui l'a énoncé en 1785. Il dit que l'intensité de force électrostatique entre deux charges électriques, on a ici deux charges électriques, une positive et une négative, est proportionnelle au produit des deux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux charges. C'est-à-dire F2, force électrostatique, est égal à le produit des deux charges, E fois moins E est égal à moins E au carré. C'est inversement proportionnel au carré de la distance que le sépare, c'est R au carré. C'est ça la première force. La première force appliquée à l'électron. La deuxième force, on dit que c'est une force centrifuge, F1
c'est l'opposé. C'est une force centrifuge. La force centrifuge, c'est une force fictive qui apparaît dans l'étude du mouvement des objets dans les référentiels non inertiels. Là, on ne va pas entrer dans les détails pour expliquer c'est quoi un référentiel inertiel. Mais un exemple de cette force, c'est la sensation d'éjection contenue dans un véhicule qui effectue un virage. Un véhicule qui effectue un virage, la sensation d'éjection, c'est la force centrifuge. Et un deuxième exemple, quand vous faites tourner un seau rempli d'eau au bout d'un corde, c'est la force centrifuge qui l'empêche de couler. Alors l'expression de cette force F1 est égale à m, la masse de l'électron. Il est proportionnel au carré de la vitesse de l'électron. Il est inversement proportionnel aux distances qui séparent entre l'électron et le noyau. Alors, d'après le principe fondamental de la dynamique, on applique le principe fondamental de la dynamique dans la mécanique classique. À notre système, on a la somme des forces est égale à 0, car le système est stable. On a un système stable. Alors, F1 c'est égal à moins F2. Ça veut dire F1 m v au carré sur R. On a ici, c'est un vecteur, et ici on a un vecteur. On peut mettre un axe ici, et on fait ici comme un vecteur I. On a ici F2, c'est moins, ça veut dire vecteur I, ici le vecteur I. Alors on cherche les valeurs absolues. La valeur absolue F1 est égale à, on cherche la valeur absolue de F1 est égale à mv au carré sur R est égal à moins F2 est égal à E au carré. Alors les forces sont égales pour que l'électron soit stable dans son mouvement autour du noyau. Alors F1 est égal à F2, la valeur absolue de F1 est égale à la valeur absolue de F2 alors est égale à E au carré sur 4P epsilon 0 R au carré. Alors ce qui implique mv au carré est égal à E au carré sur 4P epsilon 0 R. Alors maintenant, on cherche l'énergie totale. On cherche l'énergie totale du système. On sait très bien que l'énergie totale du système est égale à son énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle. L'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré. L'énergie potentielle est égale à moins E au carré sur 4pi epsilon 0 R. On sait très bien d'après l'expression précédente que mv au carré est égal à O au carré sur 4pi epsilon 0 R, est égal à O au carré sur 4pi epsilon 0 R. Alors 1 demi de cette quantité moins cette quantité est égal à moins 1 demi de cette quantité. Alors c'est moins E au carré sur 8pi epsilon 0 fois R. C'est ça l'énergie totale du système. Alors, l'énergie totale est égale à moins E au carré sur 8pi epsilon 0 fois R. Alors, d'après le modèle classique, l'énergie totale de l'électron est négative. Est une fonction continue de rayon R. Alors, c'est une fonction continue de rayon R. C'est R sur le variable. Dans un champ électromagnétique, l'électron doit rayonner, donc perdre de l'énergie. Alors automatiquement, l'énergie totale va diminuer. Ça veut dire on a moins ici, alors cette énergie totale va diminuer, alors cette expression va augmenter. Le dénominateur R, alors il va diminuer. Alors quand on dit que l'énergie diminue, ça veut dire R, elle va diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire R diminue? Ce qui implique que l'électron heurterait le noyau. Ceci est une contradiction avec la réalité. L'atome d'hydrogène est stable. Alors le modèle de Rutherford n'est pas valide. Alors on met
En 1913, en 1913, Bohr a proposé un nouveau modèle qui repose sur des lois autres que celles de la mécanique classique. Il considère que l'électron gravite autour du noyau sur des orbites circulaires, mais il introduit deux postulats. Bohr a introduit deux postulats. Le premier postulat de Bohr, premier postulat, c'est la quantification du moment cinétique orbital. C'est la quantification du moment cinétique orbital. Donc, quantification des moments cinétiques orbital, ça veut dire que le moment cinétique orbital est égal à un multiple entier d'une quantité h bar est égal à h sur 2p, dans lequel h c'est le constant de Planck. Constant de Planck. Alors, on a le moment cinétique orbital gamma est égal. Alors, on a le moment cinétique orbital est égal à n, est égal à r fois la quantité de mouvement, ça veut dire r fois m fois v est égal à un multiple entier de h bar. Alors, on a déjà la relation précédente d'après le principe fondamental de la dynamique. On a mv au carré est égal à e au carré sur 4 pi epsilon 0 fois r. Alors, on a ici r au carré, m au carré, v au carré est égal à n au carré, h bar au carré. Alors, ce qui implique que r est égal à epsilon 0 h au carré sur p m au carré fois n au carré. Alors ceci est égal à une constante. Alors r, il dépend d'un multiple entier de n. Si un entier est égal à 1 fois cette quantité, 2 fois cette quantité, 3 fois cette quantité, alors Bohr a fixé le rayon de lequel l'électron peut tourner. Alors l'électron ne peut pas tourner n'importe quelle façon, alors il fixe des rayons. Ça c'est R1, ça c'est R2 dans lequel l'électron peut tourner. Ça c'est R3 et ainsi de suite. Alors, cette quantité, on remplace par une coefficient K. Alors, R est égal à K fois N au carré. Alors, on a K est égal à 0,53. Alors, R1, dans lequel N est égal à 1, est égal à 0,53 angstrom. R2 est égal à 4 fois R1. R3 est égal à 3, ça veut dire 9 fois R1. Alors, E1 est égal à 0,53 angstrom. Angstrom, ça veut dire c'est 10 à la puissance moins 10 mètres. Le premier rayon de l'atome d'hydrogène s'appelle aussi le rayon de Bohr. Alors, dans l'expression, dans le modèle de Bohr, l'énergie est également quantifiée. On savait, d'après l'expression précédente, que l'énergie totale est égale à moins E au carré sur 8 P epsilon 0 R. Et on a R qui est égal à epsilon 0 H au carré sur P M E au carré fois N au carré. Alors, ce qui implique que l'énergie totale est égale à moins M E 4 sur 8 epsilon 0 au carré H au carré fois 1 sur N au carré. Alors ça, on remplace par K', est égal à K'. Alors K', E total est égal à K' sur N au carré. Alors l'énergie totale aussi est quantifiée. Il dépend de N, d'un multiple entier N. Alors E1
quand n est égal à 1 est égal à K' est égal à moins 13,6 électronvolts. On savait tous que l'électronvolt, c'est l'énergie acquise par un électron soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Et E2 est égal à K sur 4, E3 est égal à K sur 9 et ainsi de suite. Alors, la quantification de l'énergie, ça veut dire que l'énergie ne prend que des valeurs discrètes, ce n'est pas une fonction continue.